Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est excellent. C'est votre rendez-vous du dimanche soir, votre moment de détente à l'écoute de ceux qui excellent dans leur chemin sur Sud Radio. Il est connu pour sa plume incisive qui dépeint notre société avec ses mots sans complexe, ce qu'il réitère à nouveau dans son dernier roman. Yann Moix, vous nous revenez ce soir avec Apnée, tout juste sorti chez Grasset. Un livre ou plutôt une performance littéraire, j'ai envie de dire, en alexandrin, qui nous raconte le XXe siècle d'un point de vue subaquatique, c'est-à-dire sous l'eau, une odyssée hallucinée où l'histoire devient un théâtre liquide et un texte impertinent comme vous savez si bien les faire. Yann Moix, bienvenue. Merci de votre invitation, chère Judith. Avec plaisir. Très heureux de vous revoir. Pareillement. Il est passé de la finance à l'artisanat pour devenir homme de terrain, plus précisément un maçon. Puis il s'est remis au service de celles, il s'est mis tout simplement au service de celles et ceux qui façonnent notre quotidien de leurs mains. Francis Bussière est président de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Francis, en cette semaine de l'apprentissage, nous allons notamment parler de son avenir, mais aussi bien entendu de votre engagement pour la valorisation des savoir-faire français. Bienvenue sur Sud Radio. Merci pour cette invitation. Avec grand plaisir. Alors le lien ne sera pas difficile, chers auditeurs, à créer entre mes deux invités ce soir, puisque j'ai appris hors antenne qu'ils venaient tous les deux de Nevers, en Bourgogne. Vous n'avez pas fini d'entendre parler. Vous avez ça en commun. Voilà. Non mais vous savez, c'est marrant les êtres humains, parce que je connais Francis depuis quelques minutes et je suis assez sauvage, étant donné que je suis TDAH Asperger. Je suis très heureux d'avoir rencontré Francis, parce qu'en quelques minutes, mon cerveau a immédiatement sécrété l'idée selon laquelle c'était quelqu'un de bien. Ah je sens les excellent. gens. Voilà. Et c'est vrai que je suis sûr que c'est un individu exceptionnel et surtout extrêmement gentil. Comme vous, en fait. Ah oui, moi je suis gentil. Oui, je sens chez Francis, on a 10 ans, 11 ans d'écart, on aurait pu être amis si on s'était croisés à Nevers en 1974. Peut-être que vous allez être amis maintenant. Allez, chers auditeurs de Sud Radio, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Yann Moix, vous venez donc de sortir ce roman Apnée chez Grasset, donc tout en alexandrin, je le précise, très joli livre. Alors déjà, en apnée, on suffoque. Clairement. Vous faites plonger le lecteur dans une odyssée sous-marine. Il y a l'histoire, il y a la poésie qui se mêle. Et puis ce titre, je le redis, il évoque l'étouffement, une espèce de respiration suspendue comme ça. C'est quoi? C'est face au poids du passé? C'est face au fait de le raconter? Le XXe siècle est un siècle irrespirable. On a maintenant suffisamment de recul pour s'en apercevoir. Et donc j'ai imaginé que le XXe siècle se réitérait à l'infini sous l'eau. Tous les épisodes de ce siècle-là, Hiroshima, Auschwitz, la guerre 14-18, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, tous ces événements macroscopiques et d'autres événements microscopiques passent leur vie à se réitérer sous l'eau. Alors évidemment, avec les exigences que comporte le monde subaquatique, c'est-à-dire beaucoup de poissons, et aussi le ralentissement, le freinage des balles et des obus par la pression de l'eau. Donc ça donne un monde totalement ralenti, un siècle ralenti qui passe sa vie à se recommencer sans cesse. Et je suis spectateur avec une compagne de ce siècle. Alors il y a Mohamed Ali, il y a Sacha Guitry, il y a beaucoup d'écrivains que j'aime, et il y a aussi des événements terribles de ce siècle qui maintenant appartient aux historiens. Et cet éternel recommencement, finalement, c'est celui dont nous parle Lévi-Strauss. C'est ça aussi que vous aviez envie de mettre en exergue, de l'humanité qui se répète en permanence. Comme si le paradis ou l'enfer était vraiment sous nos pieds, et non pas au ciel, mais sous l'eau. C'est comme une histoire sous l'eau. Je ne sais pas pourquoi j'ai imaginé ça, sans doute parce que j'adore nager, mais je trouvais littérairement passionnant de décrire la difficulté d'un siècle rapide à s'exercer de nouveau freiné par l'eau. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Et alors cette asphyxie justement, elle est aussi la vôtre face à ce siècle, le XXe siècle, la nôtre aussi, et puis celle de notre mémoire collective finalement, parce qu'on est dans une période de cancel culture où on veut oublier les choses ou les effacer en tout cas. Je pensais pas pouvoir dire que le XXe siècle était presque plus vivable que le XXIe, qui me semble totalement vicié de toutes parts. Et je pensais pas surtout que l'autoritarisme, le fascisme, aussi le puritanisme allait revenir de manière voilée, déguisée, sous d'autres formes, c'est-à-dire empruntant le costume de la liberté et de la démocratie. Et on arrive à l'absurdité même du processus démocratique poussé jusqu'à ses dernières limites et qui se transforme lui-même en régime autocratique où l'espionnite et la dénonciation sont de règle 24 heures sur 24. Je considère que nous vivons dans un état de fascisme soft. En Europe, pas tous les pays, mais en France notamment, on vit dans un pays où il est impossible que la liberté d'expression puisse aller jusqu'à
où elle le souhaiterait. Je me souviens d'une époque, quand j'étais enfant, adolescent, où lorsque vous disiez une énormité, il y avait un contradicteur en face qui, plutôt que de vous faire mourir immédiatement et socialement, vous remettez tranquillement à votre place parce qu'il était plus cultivé, plus intelligent que vous. Maintenant, c'est la bêtise qui règne. Les réseaux sociaux sont une barbarie. Et surtout, si vous avez l'impudence de dire quelque chose que les autres ne disent pas, même si vous avez raison, vous êtes socialement mort pour une petite dizaine d'années. Oui, bien sûr. Alors, ce livre, il raconte, comme on vient de le dire, hein, nos batailles du siècle dernier, celui aussi que nombre d'entre nous ont connu, hein, parce qu'on est quand même à cheval sur 2 siècles, cette génération. C'est un récit en Alexandra qui rappelle aussi l'ambition des grandes épopées, comme celle de Dante et de Béatrice dans la Divine Comédie, sauf que vous, c'est avec Emmanuel que vous plongez en eau trouble. Pourquoi c'était important aussi d'avoir cette présence féminine qui vous accompagne comme ça? Parce qu'à l'époque, j'étais avec une jeune femme qui s'appelle toujours Emmanuel, que mon actuelle compagne était un peu désolée que je ne puisse pas modifier le prénom, puisque comme c'est en alexandrin, j'allais pas refaire tout le livre, je veux dire, avec une jeune femme qui s'appelle Laura, par exemple. Oui. Ça tombait mal. Il y a vraiment un prénom qu'on peut pas changer. C'est quand en alexandrin. Ça aurait été plus facile en rime. Oui, mais vous savez, ma chère Judith, en alexandrin, tout était vissé, boulonné. Ouais. Vous touchez à quelque chose, tout dégringole. C'est comme au Mikado. Donc je pouvais rien faire. Et puis je trouve que une plongée en couple, c'est plus intéressant qu'une plongée tout seul. Oui, bien sûr. Il me fallait un peu de compagnie face au XXe siècle. Et puis je trouve que le XXe siècle a été malgré tout, malgré ses horreurs, un siècle où l'art, notamment, ne s'excusait pas d'en être, et où l'art avait cette particularité ni d'être moral, ni d'être immoral, mais d'être amoral. L'art était coupé de la morale. Et aujourd'hui, on veut que l'art redevienne, d'une certaine manière, empreint de morale, qu'il dénonce tout et son contraire toute la journée, à condition que ça aille dans la doxa et dans le mouvement décrété par quelques-uns. Et lorsque je vois que certaines œuvres du XXe siècle sont mises au pilori, à cause de leurs excès, de leurs injustices ou de leur folie, je me mets à regretter certaines époques d'antan. Dont celle du XXe siècle qui était si terrible, effectivement. Oui, parce que l'art au XXe siècle, pictural, architectural, cinématographique et littéraire, était un art qui n'avait pas peur des conséquences qu'il pouvait déclencher. C'était pas quelque chose qui s'excusait à l'avance de dire ce qu'il avait à dire. Ouais. On croirait qu'aujourd'hui, être pour la liberté, c'est être réac, en fait. Être pour la liberté, c'est considérer qu'on se met en danger. En fait, celui qui dit vraiment ce qu'il pense aujourd'hui, en France en 2025, faut qu'il réfléchisse à 2 fois, parce que je dirais pas qu'on le considère comme réac, mais en tout cas, on va le considérer comme suicidaire. Avec une hypocrisie qui consiste, en fait, à savoir exactement ce que les autres pensent, puisque ça m'est arrivé d'interroger des gens. Je savais que dans la vie civile, si j'ose dire, ils exprimaient le symétrique opposé de ce qu'ils disaient dans la vie médiatique, mais il y a une espèce d'hypocrisie latente où, comme dans les dictatures, chacun s'observe et a peur de dire un mot de plus que l'autre, puisqu'il sait très bien que c'est son camarade de promotion qui va le dénoncer à la première occasion. J'ai vécu ça, par exemple, en Corée du Nord, où vous savez qu'il y a des couples qui restent 50 ans ensemble, ils parlent de la pluie et du beau temps toute la journée. Or, aujourd'hui, on vit dans une société en France où on est condamné à parler de la pluie et du beau temps. Ça, c'est un terme générique, la pluie et le beau temps, vous avez compris ce que je veux dire. Quand même, hein. Et vous savez très bien que toute position personnelle, quelle qu'elle soit, est considérée comme un dérapage, et vous avez vivement intérêt à faire vos excuses le lendemain, si vous voyez ce que je veux dire, pour ne pas être calciné pour une décennie au moins. Alors dans ce livre, vous balayez, donc je rappelle, Hafné, c'est sorti chez Grasset, toute l'histoire du XXe y passe, vous l'avez dit, d'Hiroshima aux 2 guerres mondiales à la Shoah, l'assassinat de Kennedy, les premiers pas sur la Lune, Jean-Paul Sartre, Le Che, Elvis. Mais le tout est, dois-je le dire, aussi brillant dans l'écriture que sombre dans votre regard, Yann Moix, c'est sombre. La littérature n'est pas là pour faire plaisir, c'est-à-dire que les livres, pour moi, les livres qui méritent la décharge publique ou la poubelle, c'est les feel-good books. C'est-à-dire que toute œuvre d'art qui est là pour faire du bien, je la méprise de toutes mes forces. Parce que ça vient pas déranger ? Une œuvre d'art est là pas pour faire du mal, pour appuyer et faire un effet zoom et ralenti sur des choses que le cerveau humain a tendance à négliger ou à reléguer ailleurs pour ne pas les voir en face. La mort, la douleur, l'inceste, le viol, tout ce que vous voulez qui est insupportable. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc les œuvres d'art sont là pour nous mettre en face de notre propre horreur et notre propre monstruosité. Une œuvre d'art qui est là pour faire plaisir, qui est là pour être belle, quoi. Ça s'appelle ce que vous voulez, ma chère Judith, mais c'est pas une œuvre d'art. Les livres qui vous font vous sentir bien, pour moi, c'est pas de la littérature. C'est autre chose. C'est des choses publiées, mais c'est pas des choses écrites.
Francis Bussière, je rappelle que vous êtes président de la Chambre de métier de l'artisanat d'Île-de-France. Alors ce passé dont nous parlons et qui n'est jamais figé, puisque c'est la mémoire vivante aussi, qui se transmet à chaque génération, dont on parle Yann, c'est indispensable totalement à la transmission et à l'apprentissage dont c'est la semaine et dont vous allez nous parler dans quelques instants. C'est très important ça justement, allez-y. C'est plus que très important, c'est le sang qui se renouvelle en permanence. Et moi j'ai l'habitude de dire, pas avec le talent de Yann évidemment, mais que l'artisanat c'est comme un corps humain dans une société. Vous avez, je regardais effectivement, je ne sais plus où, l'homme qui a été mis de comment il s'appelle, vous savez, celui qui est comme ça là. De Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, merci. Eh bien, l'artisanat, c'est ça dans notre société. C'est-à-dire que vous avez à la fois, bien sûr, c'est obligatoirement quelque chose qui est nécessaire à tout être humain, sans manger, sans pain, sans boucherie, sans aliments, mais aussi sans réparation, sans maison. C'est nécessaire. Et c'est aussi, bien sûr, ces mains qui fabriquent. Mais pas uniquement, elles les fabriquent comment tout cet artisanat, elles les fabriquent avec la tête, elles les fabriquent aussi avec le cœur. Et puis aussi avec des techniques. Et aussi très avec précises. des techniques, bien sûr. Et les techniques, elles sont bien sûr ancestrales. Bien évidemment, elles sont millénaires. Mais elles évoluent aussi. L'artisanat, c'est de la tradition, bien sûr, mais c'est de l'innovation incroyable. Vous voyez, par exemple, j'étais ce matin à Matignon pour la galette des boulangers du Grand Paris. Très bien, monsieur. Donc nous avions Franck Thomas, qui est le président des boulangers du Grand Paris, qui présentait la galette à un Premier ministre, à monsieur Bayrou, qui n'a pas non plus été, je le voyais assez fatigué d'ailleurs, mais bon, le pauvre, je pense qu'effectivement, ça ne doit pas être simple pour lui. Ouais, il le voulait, le poste, pardon. Il le voulait, enfin moi je vais pas, c'est pas mon propos, mais ce que je veux dire, c'est qu'on expliquait qu'on avait fait, Franck Thomas expliquait qu'ils avaient fait au Grand Paris, une baguette qui avait remporté le record du monde de la longueur de 140 mètres. Alors 140 mètres, une baguette, c'est pas possible à faire. Il n'y a pas de four qui existe. Alors comment ils ont fait les boulangers? Mais c'est valable pour toutes les professions. L'artisanat, ils ont fait un four mobile. Donc ils ont créé un four pour l'occasion, quoi. Mais absolument. Et c'est ça l'artisanat. Vous savez. Donc c'est vraiment le lien entre ces savoir-faire ancestraux et cette innovation permanente. Cette modernité permanente. Parce que vous savez, les artisans, s'ils innovent pas, s'ils sont pas au goût du jour, s'ils sont pas en avance, eh bien premièrement, ils vendent pas. C'est pas beau. Yann, je le rejoins complètement dans ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il faut être disruptif aussi. Il faut être accompagner bien sûr les innovations, mais être aussi, vous savez, le beau. C'est nécessaire à nos sociétés. Je suis bien d'accord. Allez, parlons vrai sur Sud Radio, et c'est le cas avec l'écrivain Yann Moix et Apnée, son dernier roman Tout en alexandrin qui est sorti chez Grasset, et Francis Bussière, président de la Chambre de métier et d'artisanat de l'Île-de-France. Vous restez là surtout, à tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'être avec nous sur Sud Radio, chères auditrices, chers auditeurs. C'est un bon choix, c'est excellent ce soir, comme tous les dimanches. On est avec l'écrivain Yann Moix et son tout nouveau roman Tout en alexandrin Apnée, sorti chez Grasset, et puis le président de la Chambre de métier et de l'artisanat d'Île-de-France, Francis Bussière. Alors Francis Bussière, c'est la semaine de l'apprentissage, on l'a dit tout à l'heure. On va faire un petit focus dessus quand même. La CMA, pour la Chambre de métier et de l'artisanat d'Île-de-France, comment est-ce que vous mettez en place l'accompagnement des jeunes talents en Île-de-France en ce moment? Comment ça se passe? Déjà, en leur disant, rencontrons-nous. Voilà, c'est tout simplement comme toute rencontre. Donc, nous avens des journées portes ouvertes. Et alors là, évidemment, j'engage. On peut s'inscrire sur votre site, d'ailleurs. Absolument, c'est exactement cma-dif.fr. Voilà, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que nous avons à proposer à nos jeunes, des jeunes qui vont de 16 ans à 30 ans. Donc c'est aussi l'apprentissage, c'est toute cette durée-là. On est encore jeune à 30 ans. Et on est encore jeune à 30 ans. Enfin, un tout petit peu moins, c'est la limite pour l'apprentissage. Allez-y. Mais donc c'est vraiment ça, on leur propose sur 11 sites, 11 centres de formation en Île-de-France, nous leur proposons 50 métiers à apprendre. Par exemple? Par exemple, ça va être de mécanicien automobile. C'est la semaine prochaine, c'est la semaine de l'automobile. Ça va être boulanger, j'en ai parlé. Ça va être boucher, ça va être esthéticienne, parce qu'il y a aussi des hommes qui font. Coiffeuse, etc., etc. Taxi. D'accord. C'est vrai qu'on n'y pense pas au taxi.
Taxi, alors on n'est pas en tant qu'organisme de formation, il existe d'autres organismes, mais nous sommes en tant... on peut être apprenti taxi, quoi. Alors, on va pas se focaliser sur les taxis, même si je les adore. Mais ce que je veux dire, c'est que nous faisons passer les examens taxi. Voilà. C'est donc ça où on a cette grosse responsabilité, parce que c'est pas rien. Mais nous avons du bâtiment, nous avons les 50 métiers. Et alors c'est un secteur qui reste résilient aussi parce qu'il se renouvelle en permanence finalement aussi avec cette jeunesse, avec cette fraîcheur et cette volonté de faire aussi, parce qu'il y a aussi la volonté dans votre métier parce que c'est un métier entrepreneurial qui n'est pas toujours simple. Vous savez, j'allais dire, un apprenti sur 2 a envie de créer sa propre entreprise. Et ça tombe bien, je vais vous dire pourquoi. En Île-de-France, nous avons sur les 348 000 entreprises artisanales quand même, hein, c'est pas rien. Nous en avons, et sur Paris plus exactement, nous avons 65 000 entreprises artisanales, nous avons 10 000 entrepreneurs, chefs d'entreprise qui ont plus de 60 ans. Il va bien falloir faire reprendre ces boîtes. Et puis l'artisanat, arrêtez-moi si je me trompe, c'est quand même le premier employeur de France. En fait, c'est le premier employeur de France, absolument. C'est ça, il y a plusieurs millions de gens qui sont employés par des artisans. Absolument, nous avons 2 400 000 entreprises artisanales en France. Et nous avons, je vais reprendre mes chiffres parce qu'ils bougent tout le temps, 3,1 millions d'actifs qui dépendent de l'entreprise artisanale. Ça représente, vous savez combien ça représente de chiffre d'affaires? Allez-y. Dites-moi un chiffre. Allez. Je sais pas, 2 milliards? Vous savez combien est le déficit de la France actuellement? 3 000 milliards. Très bien, donc nous avons 300 milliards d'euros qui sont produits par l'artisanat en France. 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Arrêtez, ça va leur donner des mauvaises idées, après ils vont vouloir taxer. Vous savez, on est assez habitués malheureusement, les artisans, à voir monsieur le percepteur venir nous voir, parce qu'effectivement, nous sommes créateurs de richesses incroyables. Nous sommes créateurs d'emplois non délocalisables et nous sommes créateurs de richesses. Et vous savez, des créateurs de richesses, mais de culture aussi. Les métiers d'art, on n'y pense pas, mais c'est des métiers merveilleux. Alors, les défis à relever pour continuer à préserver cet apprentissage qui est florissant finalement, qu'est-ce qu'il faudrait rendre pérenne de manière à ce qu'il n'y ait plus de remise en question possible à l'avenir? Alors je voudrais peut-être vous parler de florisson. Je pensais aux arts florissants, vous savez, cette époque baroque, mais bénie, je trouve, en tout cas, avec Rameau, etc., etc. Parce que Rameau, c'est le 18e, parce que Rameau, c'est aussi les périodes bénies de l'artisanat. Pas oublier un truc quand même qui est tout bête, hein, mais le maire de Paris, à l'époque, c'était donc Étienne Marcel. C'était un artisan, un commerçant. Ça serait pas mal, ça, qu'on ait des gens, des commerçants, des artisans qui reprennent un peu les places du peuple. Écoutez, je ne fais pas là-dessus. Ça ferait plaisir à Yann Moix, peut-être, non? On parlait, vous savez, de la Nièvre, et on parlait de Clamecy, on parlait du duché de Nevers tout à l'heure. Eh bien, c'est des artisans avec les Villefranches qui étaient organisés au Moyen-Âge pour résister au grand duché de Bourgogne, au grand duché de Nevers aussi. Voilà. C'est quoi les métiers les plus demandés ? Aujourd'hui, on va dire que l'alimentation est demandée, bien évidemment. Aujourd'hui, on va dire que... tout ce qui est chef, cuisine, tout ça. Oui, on va surfer sur tout ce qui est la mode. Voilà. Et quoi d'autre ? Moi, j'ai envie de vous dire, par exemple, c'est incroyable, mais les mécaniciens, on a tout d'un coup des remontées de... Et est-ce qu'il y a des filles qui font mécanique ? Mais oui, il y a des filles. Mais il y a des filles partout. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est incroyable. Il y a des filles partout. Venez dans nos centres de formation et vous allez voir, il y en a 11 Alors les centres de formation d'apprentis, ça s'appelle les CFA. Il y en a pas mal en Île-de-France, il y en a un peu partout sur le territoire, justement. Il faut une synergie. Est-ce qu'il y a une synergie déjà entre les écoles elles-mêmes, les écoles publiques, et puis ou les autres d'ailleurs, et les autres acteurs en fait de l'éducation? Est-ce que tout ça fonctionne bien ou pas? Ou pas comme vous voudriez? C'est une question piège. Je vois pas du tout ce que vous voulez dire. Non, je vais dire très clairement, vous savez, l'éducation nationale, et c'est pas pour refaire un vieux poncif, etc., mais globalement a toujours été prudente. Je vais prendre ce mot-là, mais on va aussi parler vrai, puisque j'ai Yann en face de moi, donc il m'a appris à être un peu plus incisif. Mais c'est vrai que l'artisanat a toujours véhiculé par l'éducation nationale, souvent, si tu rates tes études, tu iras
deviendras garagiste ou tu feras plombier. Ben, je peux vous assurer qu'il y a certaines personnes qui ont fait des brillantes études aimeraient bien être plombier et avoir le salaire d'un plombier à la fin du mois. Ouais, c'est sûr. Et alors justement, les métiers artisanaux et ces maîtres d'art dont on parlait à l'instant, ce savoir-faire, cette excellence à la française qui est quand même peu commune, elle joue. C'est de la culture, comme vous disiez, et c'est très important pour la préservation, pour la mémoire aussi, et pour la préservation de notre patrimoine culturel et vivant. C'est essentiel, enfin, surtout par exemple à Paris où vous avez 6000 entrepreneurs métiers d'art, donc vous avez 6000 personnes qui vivent des fois un peu chichement, faut être très clair. Hein. Vous ne faites pas fortune en étant sculpteur sur bois, en étant ébéniste, etc. Ou alors une très petite minorité. Donc oui, ce sont des métiers passion avant tout. C'est-à-dire que quand vous lancez dans l'artisanat, si vous n'avez pas la passion chevillée au corps, eh ben vous restez là où vous êtes. Moi, j'ai fait cette transformation. De vous rappeler au début de l'émission, j'étais dans la banque, même dans la finance à un moment donné. Et puis j'ai eu envie de me colter au réel, c'est-à-dire à la matière aussi. Voilà, c'est important. On met les mains dedans un peu. Alors Yann Moix, quand on écoute parler Francis Bussière, on se dit qu'à l'instar des grands événements historiques que vous nous décrivez dans Apnée, les métiers artisanaux, ils ont une place prépondérante dans cette préservation de la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les grands événements, il y a aussi les objets qui ont été créés, il y a aussi toute cette culture à la française, quoi. Non, mais il y a une très grande différence entre l'histoire et la mémoire, c'est que l'histoire, ça ne se transmet pas. L'histoire, c'est un catalogue d'événements qu'il est très difficile de transmettre. Qu'est-ce qui se transmet, Judith? Les gestes. La danse se transmet, la littérature se transmet, la poésie se transmet, l'humour à travers une blague se transmet. Ce qui ne se transmet pas, c'est la peinture, c'est les images. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup d'iconoclastes chez les grands écrivains, puisque tout ça il y a quelque chose de juif et dans la transmission. Ce que j'aime dans le milieu de l'artisanat, c'est que c'est pas la transmission tant d'un savoir-faire, mais c'est la transmission d'un geste et d'une gestuelle. Et cette gestuelle, elle peut remonter à 5000 ans avant Jésus-Christ, elle n'a pas bougé. Exactement comme on transmet une langue, comme on transmet une chanson, comme on transmet un rite, comme on transmet peut-être parfois une tradition. Et c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas un héritage. C'est une transmission. Or, comme le disait Malraux, un héritage, c'est précisément ce qui ne se transmet pas. Un héritage, c'est massif. Un héritage, c'est une thésaurisation. Un héritage, c'est des pierres. C'est quelque chose qui a été, d'une certaine manière, récolté et amassé. Et dans ce qui est de la transmission, on s'allège. On ne transmet rien de matériel. On transmet une gestuelle, une façon de jouer de la guitare, du piano, une façon de raboter du bois, une façon de savoir comment on esquisse un geste, savoir comment on racle une pomme de terre. Et quels que soient les métiers dont parlait notre ami, il est clair, Francis, il est clair que il y a une noblesse du métier artistique et que la cuistrerie franco-française qui aime tant rabaisser les manuels au prétexte que les intellectuels font tout, quand on voit le niveau de l'intelligence française des intellectuels, heureusement qu'il y a les artisans pour nous rappeler qu'au sommet du savoir-faire, il y a des gens qui ne font rien dans l'à peu près, qui ne font rien sans savoir ce qu'ils font et qui ont aussi une obsession du travail bien fait. Ce sont les artisans. Pourquoi? Parce que s'ils se trompent, contrairement au milieu intellectuel, ça se voit immédiatement. Et donc eux, c'est la matière qui leur résiste et ils sont seuls avec eux-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui vient les décorer de quoi que ce soit. C'est la matière qui leur résiste et ils savent très bien que si le geste n'est pas exécuté comme il l'était il y a 255 ans, alors ils ont raté quelque chose. Et donc c'est de eux à eux que se dresse l'obstacle. Et si vous voulez, c'est la grande différence entre les honneurs et les récompenses. Là, la récompense, c'est le travail et les honneurs, c'est pour les cuistres. Et c'est pour ça que j'aime les artisans, parce que je fais le même travail qu'eux. Le matin, je me mets à mon établi, je me lève très tôt, et j'ai les phrases devant moi comme une sorte de... Un écrivain, c'est un artisan. Oui, oui. Il suffit d'un stylo et une feuille de papier. C'est de l'artisanat. J'ai besoin de rien d'autre. Je me considère tout seul avec moi-même devant un établi, et si vous voulez, je n'ai aucun concurrent. Je n'ai que moi. Et je suis en compétition avec moi-même. C'est pourquoi beaucoup d'artisans qui ont du génie deviennent aussi des artistes à leur manière. Et ce que j'aime chez l'artisan, c'est que je sais que dans une même matière, un artisan et un autre ne sont pas interchangeables. Aucun d'entre eux ne fera à partir de la même matière et du même geste.
ils n'auront pas la même signature. Alors que dans la société actuelle, vous changez une personne, vous mettez une autre personne à sa place, ils sont interchangeables, les gens. L'autre viendra faire à la virgule près la même tâche que vous. Chez les artisans, sur un même savoir-faire ou une même gestuelle, vous obtiendrez jamais le même résultat deux fois. Et c'est ce qui, pour moi, met les milieux artisanaux et les professions artisanales au sommet de la pyramide. J'aurais pas mieux dit. On va revenir sur cette unicité du geste dans un instant, avec Yann Moix et son nouveau roman Apnée qui est sorti chez Grasset, puis le président de la CMA Île-de-France, Francis Bussière. Sud Radio, c'est excellent, vous l'aurez compris. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, c'est excellent ce soir comme tous les dimanches à 19h. On est avec Yann Moix et son nouveau roman Apnée, sa prouesse en alexandrin sorti chez Grasset, puis Francis Bussière qui est le président engagé de la CMA, Chambre de métier et de l'artisanat Île-de-France. Alors justement pour continuer sur ce que Yann disait à l'instant, Francis Bussière, sur cette unicité, sur ce geste finalement qui se transmet d'un maître à son apprenti, mais pas entre maîtres finalement, parce que chaque savoir-faire a sa particularité, c'est ça qu'on cultive quand on est artisan. Et ça nous ramène à l'apprentissage, vous savez, c'est incroyable quand même quand vous avez un apprenti, et Dieu sait si je croise des artisans en permanence qui ont des apprentis, et vous vous rendez compte, ils me disent, mais tu sais Francis, quand même il faut avoir la passion, parce qu'il y a quand même des sacrés loulous, et c'est vrai, et ce sont en plus des éducateurs, mais formidables, mais ils ont la passion de leur métier, la passion du geste dont parlait Yann, évidemment, et ils ont aussi la passion de l'être humain. Et c'est ça qu'on retrouve dans l'artisanat. C'est cette incroyable, infinie passion de l'être humain dans la capacité à faire ce geste-là, qui est souvent centenaire, millénaire, etc. Et du souci de la perfection. Oui, combien de fois j'ai vu... C'est ça l'excellence en fait, c'est le souci de la perfection. Oui. C'est vouloir faire bien. Bien oui. C'est ça d'être excellent. Simple, excusez-moi de vous interrompre, c'est que l'artisan veut évoluer non pas en extension mais en compréhension. C'est-à-dire que maintenant que le geste est circonscrit et que la matière est connue, il ne va pas essayer de faire autre chose, de varier les effets. Il va essayer de dompter le savoir-faire microscopique qu'il a, pour l'approfondir sans arrêt. Ça me fait penser à mon professeur de guitare qui fait de la guitare depuis 45 ans et qui par rapport à B.B. King se trouve encore un débutant. Et on parle là de 9 accords de blues. Mais cette manière de toucher, parce que les guitaristes sont aussi des artisans. C'est une histoire de style finalement. Mais oui, parce que faire vibrer la corde comme B.B. King, ça demande une vie. Et pourtant, la théorie c'est bon, tout le monde l'a, la théorie. Tout se joue dans le geste, il faut approfondir à l'infini parce que la matière rend humble. C'est l'humilité, le héros. La modestie est un truc d'imbécile. J'ai l'impression que vous enlevez les mots de notre... La modestie, c'est envers les autres. L'humilité, c'est envers soi. Et envers la matière. Mais et la matière nous renvoie toujours à notre insignifiance, à notre ignorance. La matière et la gestuelle nous disent, mon ami, merci de t'intéresser à moi, mais tu n'es toujours qu'un élève. Tu n'es pas à grand-chose. Tu as encore du chemin à faire. Je vais rebondir sur Yann, parce que c'est incroyable ce qu'il dit, parce que c'est vrai, c'est tellement vrai, il a les mots aussi, c'est son job, mais quand même incroyable. Une meilleure ouvrier de France, donc c'est quelqu'un qui est au top du top du top. Donc le concours, c'est les pairs qui disent, toi, t'es bonne ou t'es bon, enfin voilà. Et donc, elle me dit, mais tu sais Francis, moi, ce geste-là, il me manque le geste. Mais ça, je l'ai répété des centaines et des centaines et des centaines de fois avant que je dise... c'est comme les instrumentistes en fait. Et avant que je me dise, ça va, c'est pas trop mal. Donc ça veut dire qu'on est encore loin du bien, quoi. Il y en a encore pour 20 ans. Donc alors l'humilité, alors moi je ne parle même pas, moi je suis un rigolo, enfin je veux dire, ils m'ont élu président peut-être parce que c'est comme ça, mais sincèrement... c'est une histoire de style, c'est ce que disait Yann aussi. Oui, il y a pas que... c'est-à-dire que moi ce que j'ai, c'est la passion de défendre les artisans qui se lèvent tôt, qui bossent dur et qui gagnent des fois pas grand-chose et qui transmettent des choses. C'est ça qui est incroyable, et qui transmettent une passion à des jeunes, et des jeunes on leur dit, mais venez regarder. Et vous en parlez avec le sourire, je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. Avec cette particularité qu'ils sont souvent méprisés de leur vivant, et une fois qu'ils sont morts, les bourgeois qui leur auraient craché au visage en les rencontrant en vrai de leur vivant, collectionnent les œuvres une fois que la postérité est passée, le temps a passé sur ces artisans-là. On se met à faire collection de choses qu'on aurait méprisées si on les avait connues de manière contemporaine. Ça, c'est un grand classique aussi. Vous savez, alors, allez-y Francis. Pardon, excusez-moi. Non, mais allez-y, faites-vous plaisir. Ça me passionne évidemment.
j'ai chez moi, bien précieusement, j'ai le chef-d'œuvre de mon arrière-grand-père, mon grand-père, pardon, je suis en bafouille, mon grand-père qui a tout simplement fait son tour de France et qui a fait un petit escalier au Tour de France. Donc il faut le chef-d'œuvre, on le fait, hop, en fonction des déplacements. Et évidemment, on ne fait pas un grand escalier. Eh bien, je l'ai toujours, mais c'est d'une précision. À un moment donné, l'escalier qui fait haut comme ça, un petit escalier en colimaçon, et tout d'un coup, il était un petit peu... il était fatigué, ouais. Je l'amène à un ami ébéniste, puis je lui dis, tiens, au fait, tu pourrais pas me le remettre un peu en forme? Il me regarde, il me dit, ouh là, mais t'es sûr, Francis? Bah attends, je vais voir ce que je peux faire. Mais dis donc, c'est du beau boulot, hein. Oh là, mais c'est qui a fait ça? Et je lui raconte cette histoire. C'est une histoire de passion. Il l'a fait, évidemment. Je lui ai dit après, je te dois combien? Il me dit, tu rigoles? Moi, j'ai pris un plaisir immense à simplement faire ce qu'avait fait déjà quelqu'un et qui était un maître. Voilà. La phrase, l'ennemi de l'artisan, et la phrase suivante, c'est ça ira bien comme ça. Ah oui, non, ça c'est compliqué. C'est la phrase insupportable à tout artisan. Ouais. Et un artisan sait que le travail est infini, mais à un moment donné, il sait que l'œuvre est achevée. Voilà, quand je vous écoute tous les deux, on est comme dans une époque où l'immédiateté domine, clairement. Le respect du temps long, il s'efface. Vos métiers respectifs, que ce soit l'artisanat ou l'écriture, ils contribuent à maintenir ce lien avec des valeurs fondamentales, en fait, avec les valeurs fondamentales de l'humanité, presque, j'ai envie de dire, Francis Bussière. Vous avez employé un mot qui, moi, me fait toujours peur et dans lequel je suis très prudent, ça s'appelle le temps. Vous savez, le temps, c'est une vraie dictature. Ouais. Le temps, c'est une vraie dictature. Je vois avec l'horloge que vous avez. Ah oui, mais là, on est à la radio, c'est normal. Et un artisan, lui, bien sûr, il faut qu'il vive. Donc, il sait bien que le temps égale de l'argent et qu'il doit bien nourrir sa famille. Évidemment, un maçon comme moi, on sait bien aussi calculer que pour faire ça, il faut tant de temps, etc. On est toujours dans cette bagarre entre ce qui n'est pas forcément le cas des maîtres d'art. Ils peuvent passer 6 mois sur une commode. Mais il faut aussi vivre. Il faut manger. Il faut manger. C'est-à-dire, maître d'art, c'est bien, c'est super, mais il faut manger. Bien sûr. Il faut avoir un client qui dise... Et donc le temps et l'argent sont étroitement liés, c'est ça que vous dites. Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de valeur fondamentale quand même quand vous parlez de matière, c'est ça, c'est un retour à un truc sur le temps, logique, je suis pas inquiet. presque. Les physiciens, les mathématiciens sont en train de s'apercevoir que le temps n'existe peut-être pas, puisque dans toutes les équations de la physique, on s'est aperçu que la variable t n'était pas nécessaire pour les écrire. Et au niveau quantique, le temps n'existe pas. C'est juste... après, c'est technique. C'est tout neuf, ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Non, Alain Cohn, qui est un grand mathématicien, travaille là-dessus depuis maintenant une quarantaine d'années. Oui, mais on en entend parler en ce moment, quoi. C'est ça que je veux dire. Il faut 40 ans pour que les journalistes sachent écrire une équation de physique et de mathématiques. Non, je ne vais pas dans le lot, mais les journalistes sont en général des gens totalement incultes. Je ne parle pas pour vous, je me considère pas comme inculte. Non, parce que j'ai la chance de vous connaître depuis plus de 20 ans. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'intéresse à tout et qui est cultivé et curieux, c'est bien vous. C'est gentil, merci. Et je le pense sincèrement, sinon je ne vous aurais pas sinon vous viendriez pas dans mon émission. Et vous êtes quelqu'un que je connais un peu dans la vie, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Oh, vous êtes un amour. Mais c'est la vérité. Vous êtes quelqu'un de très curieux. Et ça se voit d'ailleurs dans vos émissions. Je crois effectivement que la question que vous posez est intéressante parce qu'il y a des gens qui doivent organiser la résistance et tenir la permanence. Il y a des gens qui doivent monter la garde. Et on s'aperçoit quand même que la littérature, par exemple, mais l'artisanat a fortiori, dans les moments de crise, exemple Covid, ne veulent pas mourir et reprennent leur puissance clandestine. Tout d'un coup, on revient vers ce qu'on a méprisé, et les gens malades, et les gens qui ont des cancers, comme par hasard, ils s'enferment et ils lisent. Et les hommes politiques, quand ils traversent le désert, comme par hasard, ils écrivent un livre. Et puis on se rapproche des objets, le savoir-faire, l'humilité. Il y a beaucoup de gens qui, aux approches de la mort, considèrent qu'une façon d'être mystique en étant athée, c'est de se rapprocher des gestes ancestraux, ou de la littérature, ou de la musique, etc. Et donc, en fait, l'art est méprisé parce qu'il est submergé toute la journée de choses futiles, comme la politique. Personne ne se souvient de qui était président du Conseil quand Céline a sorti Voyage au bout de la nuit. Non, c'est vrai. Et donc tout ça, ça passe. Vous, peut-être. Ça passe, et tout ça fait que c'est de l'écume, d'écume, d'écume. Moi, ce que je regrette, c'est la place qu'on donne à la politique tous les jours en France. C'est un spectacle non pas simplement sordide, ça serait vraiment démagogique que de le dire, mais c'est un spectacle totalement éphémère. Et donc c'est très bien de se sentir méprisé par tel ou tel quand on fait des choses essentielles. Vous, ça vous plaît en tout cas? C'est simplement que je sais que sur le long terme, c'est les gens comme les artisans, les écrivains qui ont raison. Bien sûr. Et ce sont eux qui resteront. Va disparaître.
Pour Bien le sûr. meilleur et pour le pire. Donc être de temps en temps égratigné par un journaliste de passage, en fait, ça me donne des orgasmes intellectuels d'une puissance que vous pouvez même pas imaginer, ma chère Judith. Finalement, quand on écoute Yann et quand vous écoute tous les deux, Francis Bussière, c'est que l'artisanat et la lecture, c'est des moyens de résister à l'uniformité, en fait, Mais hein, vous du savez monde. que les artisans sont des grands lecteurs. C'est ça, d'accord. Vous seriez très étonné, ou tout le monde serait très étonné, de savoir la culture qu'un artisan a. Parce que si vous voulez, vous pouvez pas puiser justement sur ces valeurs fondamentales, des valeurs fondamentales de l'humanité, sans avoir cette background de la culture. La culture, la matière, vous savez, c'est ça. C'est-à-dire que vous vous coltez en permanence. Lui, il se collecte, enfin, il affronte les mots. Ouais. Très bien. Nous, on affronte la matière, on affronte. Vous savez, c'est quand même incroyable. Lui, il signe ses bouquins, mais les artisans, ils signent aussi. Ouais. À Notre-Dame, vous avez bien vu, Ouais. ils signent tous. C'est incroyable. Les Notre-Dame, on peut le mathématiciens, dire quand même que c'est incroyable ce qu'ils ont fait là-bas. Les Incroyable. mathématiciens aussi sont des artisans. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'il y a Bien une sûr. matière qui leur résiste, c'est la réalité mathématique. Ouais. Je suis d'accord. Juste Notre-Dame, un petit focus quand même bien dessus, sûr. sur ce travail d'exception. Pour le Ouais. coup, là, on est dans l'exemple même du geste ancestral du XIIIe siècle, en fait, Oui, qui a été bien sûr. reproduit Oui, à l'exactitude oui, par oui, des gens oui, qui se le oui. sont transmis de génération en Pardon, génération. excusez-moi, je fais oui. Non, mais c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. C'est impressionnant et c'est C'est pour un artisan, c'est presque normal. rassurant. Oui, parce que en si fait. vous ne faites pas ce geste précis, Ça vous n'avez marche pas le pas. résultat. Ouais, Ça c'est ne ça. fonctionne C'est pas. le geste qui donne le résultat, Ouais. c'est la gestuelle, c'est le mouvement. Ouais. C'est-à-dire que si un artisan de génie, on lui demande, tiens, fais ça, il peut pas en fait, parce que entre le résultat et lui, il y a le geste, Bien sûr. il y a le geste précis. Et vous avez bien vu qu'un geste, c'est quand même une tête. Ça se transmet à la main. Ouais. Et vous direz souvent, entendrez souvent, d'ailleurs on parle du cœur à l'ouvrage. C'est bien parce qu'il y a la troisième composante. C'est-à-dire qu'il faut être animé d'une passion. Le Et la cœur passion, à c'est le cœur. l'ouvrage, Cœur à effectivement. l'ouvrage. C'est vrai, j'y avais Absolument. jamais pensé à ça. Donc ça veut bien Donc c'est de dire. la résistance culturelle et en même temps c'est ce qui fait que c'est ce qui fait l'humanité, j'ai envie de dire, c'est ce qui crée du beau dans l'humanité, c'est aussi cette transmission là. Ah bah, si Ça vous peut voulez, rassurer moi, un petit peu je suis- sur notre je suis destin. parti- Quoi. Je suis parti de la banque et je suis allé dans Ouais. l'artisanat Ouais. parce que j'avais envie d'être dans un monde de cœur beauté, battant. de cœur battant, le cœur battant. Vous en aviez marre absolument. d'exister, vous aviez envie de vivre. Il y a autre chose, c'est que dans une société où aujourd'hui le temps de concentration des jeunes est de 7 secondes, Ouais, avant ouais. c'était de 2 minutes il y a 20 ans, maintenant c'est 7 secondes, il est clair qu'un artisan, en 7 secondes, il peut pas faire grand-chose. Bah non, c'est clair. Il peut prendre son marteau, quoi. Il peut surtout appeler la CMA pour aller faire un peu d'apprentissage, excusez-moi, Voilà, c'est vous mon avez raison, job. faites un peu de pub. Allez, l'écrivain Yann Moix et le président de la CMA Île-de-France, Francis Bussière, sont avec vous sur Sud Radio. Et vous restez avec nous. On revient pour la fin de l'émission dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi c'est excellent comme chaque dimanche. Alors on est encore un petit quart d'heure ensemble, un peu moins avec l'écrivain Yann Moix et son nouveau roman Tout en alexandrin apné, sorti chez Grasset. Et puis le président de la Chambre de métier de l'artisanat d'Île-de-France, Francis Bussière. Alors Yann Moix, un peu d'actu quand même, on est obligé en cette année des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Votre chapitre sur la Shoah résonne tout particulièrement, je vais vous citer quand même, je vais lire quelques mots. D'un baraquement dans la lumière, verte, un squelette voûté, presque horizontal, marche, très hagard, dans le monde végétal. Il boite. Ses souliers lui font mal, la pénombre cache son visage décharné, son œil sombre. Un SS tenant en laisse un requin bleu nuit lui assène un coup de crosse, puis introduit le canon du fusil dans sa bouche. « Cloporte !» hurle-t-il en pensée. « Il faut qu'on vous déporte tous. » Oui, j'ai imaginé que les nazis n'avaient pas de chiens, mais ils avaient des requins à la place Ouais. de sous l'eau. Alors, bon, ça m'a laissé un peu sans voix. Vous évoquez aussi donc cette idée, depuis tout à l'heure, on en a parlé de cet éternel recommencement, ainsi que où le passé il ressurgit en plus chez vous dans une forme presque liquide, enfin carrément d'ailleurs. À la lumière de ce qu'on vit en ce moment, est-ce que vous croyez qu'on peut éviter que de tels événements se reproduisent? Est-ce qu'un jour on va prendre leçon de ce passé? Pas du tout. J'ai l'impression que non. D'abord, j'ai jamais considéré que l'antisémitisme était un éternel recommencement. Je vais beaucoup plus loin, j'ai fait une série de conférences là-dessus, Oui. où j'avais essayé de montrer que l'antisémitisme était une série d'éternels commencements. Ça ne recommence jamais, ça commence sans ça cesse. continue, quoi. C'est des commencements successifs. Mm. Et je pense qu'on ne soignera jamais l'antisémitisme pour une raison très simple.
Je fais une distinction fondamentale entre le racisme et l'antisémitisme. Le racisme consiste à haïr l'autre. Oui. L'antisémitisme consiste à se haïr soi, et comme c'est très difficile de se regarder dans la classe... Vous allez expliquer pourquoi. Oui, alors pour une raison très simple. Ce qu'on n'aime pas chez le noir ou chez l'arabe, c'est la différence. C'est la différence. Ce qu'on n'aime pas chez le juif, c'est la ressemblance. Si vous dites, par exemple, à un raciste, il n'y aura plus de noirs ni d'arabes en France, c'est le plus beau jour de sa vie. Si vous dites à un antisémite, il n'y aura plus de juifs en France, c'est le pire jour de sa vie, puisqu'il n'y aura plus personne à haïr. Donc il faut toujours sécréter un juif pour pouvoir se haïr soi-même. Mais le raciste, il n'aura plus personne à haïr non plus, si les noirs et les arabes sont... le raciste, si vous voulez, il déteste l'autre. Donc quand l'autre n'est pas là, ça va, il est heureux. Il se retrouve avec ses compères et ses pères, et il se sent bien, puisque génétiquement, il est entouré d'une race pure, et il est aux anges. L'antisémite, il est bien embêté quand il n'y a plus de juifs, parce qu'il va être obligé de se haïr soi-même. Or, comme le juif a été inventé par l'antisémite, enfin, je veux dire... Le juif n'a pas été inventé par l'antisémite, mais comme le juif a choisi, l'antisémite a choisi le juif pour pouvoir se haïr soi-même comme dans une sorte de court-circuit, s'il est seul avec lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire par exemple comme dans la société japonaise, qui est la société la plus antisémite de la planète et dans laquelle il n'y a aucun juif. Donc l'antisémitisme sans juif existe, qui prouve bien qu'en fait, c'est une manière extrêmement pratique qu'a trouvé la haine de soi pour aller chercher un bouc émissaire. En fait, vous êtes en train de me dire qu'ils ont juste besoin d'un bon psy, quoi. Si, ma chère Judith, je vais vous donner un exemple. Si on plaçait l'État d'Israël sur la planète Mars, je peux vous dire que la technologie pour aller sur la planète Mars s'accélérerait fois 1000 et on trouverait déjà des fusées révolutionnaires pour aller sur Mars pour pouvoir anéantir la planète. On peut citer Herzl qui voulait qu'Israël soit en Ouganda dans son livre en 1920. On peut aller plus loin. Oui, allez-y. Mais moi j'ai la réponse parce que personnellement je suis favorable à l'existence d'Israël. Je pense qu'il est tout à fait normal que les Juifs soient normaux, mais je discute parfois avec des amis de la communauté juive qui pensent pas la même chose. Ils pensent que l'existence de l'État d'Israël a donné un coup d'épée dans l'exceptionnalité juive et que la destinée juive était plutôt diasporique et que c'est un mal, d'une certaine manière, qu'on leur ait donné une terre. Et ils se trouvent abîmés dans leur destin, dans cette normalité, dans cette normalisation géographique. Moi, je suis pas d'accord avec ça, je vous le dis tout de suite. Mais ce qui est fascinant dans la question, et je sais que les premiers sionistes de Herzl à Gershom Scholem se sont posé la question de où ? Ou parce que, suivant l'endroit... Oui, parce que c'était pas un retour à la Terre Sainte au départ, faut quand même le dire. Non, surtout qu'ils n'étaient pas d'accord sur la sainteté de cette terre. Voilà. Et en plus, vous savez que le sionisme a été inventé pour éviter deux écueils. La première, c'est évidemment l'assimilation généralisée, et la deuxième, c'est l'orthodoxie universelle. Les gens ne voulaient pas que le judaïsme soit uniquement réservé aux orthodoxes. Donc en fait, c'était un problème extrêmement compliqué, et on peut tranquillement se poser la question de savoir si c'était le bon emplacement. Moi, je pense que oui aussi. Je n'ai aucune ambiguïté là-dessus. Mais on en arrive à à cette question fondamentale. Pourquoi ce caillou, ce grain de sable qui est là où il est géographiquement, peut avoir une importance, émettre des radiations aussi fascinantes aujourd'hui, si ce n'est que le juif individuel qui était le bouc émissaire au XXe siècle est devenu maintenant un juif mutant, un juif géant, un juif d'une certaine manière golémisé qui est celui de l'État d'Israël. Et donc chaque juif que vous croisez dans la rue est considéré comme un État d'Israël miniature, et c'est maintenant l'État qu'il faut éradiquer, comme on a voulu éradiquer les individus du XXe siècle. On a changé d'échelle. Quand on écoute Yann Moix, Francis Bussière, sur cette pensée de masse de haine, finalement, qui nous a un peu tous submergés depuis un petit temps, là, on se dit aussi que finalement, on peut éviter la reproduction de ces événements-là aussi par l'inscription, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, dans ces valeurs fondamentales, dans la matière, dans cette transmission auprès particulièrement de la jeunesse, je tiens à le dire, dans leur éducation, qui soit pas qu'une éducation théorique justement, mais qui soit une éducation de cœur, de sensation. Ça nous renvoie à tous nos CEMA formations. Ce sont le nom national maintenant que nous avons au niveau des centres de formation par apprentissage. Aujourd'hui, vous allez dans les
c'est ma formation, dans ces centres de formation, eh bien vous verrez une diversité absolue de jeunes, alors des filles, des garçons, mais de toutes les couleurs, de toutes les races. Et puis évidemment, ils sont centrés sur quoi? Sur l'apprentissage d'un métier. Il y a plus de, alors je vais peut-être faire c'est un truc bisounours, mais quand même, aujourd'hui, moi j'ai pas eu. On a le droit d'être utopiste aussi, et de vouloir le bien. Attendez, moi je suis Vous êtes un optimiste. Je suis un optimiste et je suis surtout un utopiste. D'accord, allez-y. Vraiment, cette société, il faut évidemment l'améliorer en permanence. C'est uniquement par l'utopie. Vous savez, s'il n'y a pas d'utopie, il n'y a plus de rêve. Et s'il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de société. Et on bouge plus en avant. C'est bien de ça, et dont on parle avec Yann, effectivement, qui nous a éclairé tout ça. Soyons utopiques, soyons optimistes et croyons en cette jeunesse. Vous savez, on parlait de nos apprentis. 1 sur 2 rêvent évidemment et veulent devenir un patron. Et tant mieux. On manque de patrons, on manque de jeunes qui veulent reprendre nos entreprises artisanales. Et s'il n'y en a pas, eh bien, notre société va mourir. Nos centres-villes meurent quand il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'artisans. C'est ça. Et alors, juste par rapport à ce que vous dites, c'est le premier employeur de France. On en a parlé de tous ses bienfaits depuis le départ. Et c'est vrai que quand on va dans certains centres-villes maintenant, il y a de plus en plus de commerces qui ferment, etc. Donc c'est ce premier employeur de France qu'on vient attaquer quand même au porte-monnaie directement, et pas que. Écoutez, et comment c'est le serpent qui se mord la queue, j'ai envie de dire. Il faut arrêter ça. Ouais. Quand aujourd'hui j'entends ce matin Monsieur Bayrou qui nous dit j'ai beaucoup de respect évidemment pour le Premier ministre, c'est pas un président d'établissement public qui va dire le contraire, évidemment. Mais simplement, je pense que c'est une hérésie de dire on va stopper l'aide pour la prime d'apprentissage. Qu'est-ce qu'un patron qui consacre du temps, mais qui compte pas à ces jeunes, et on lui donne évidemment une prime pour dire on prend un apprenti chez toi, l'apprenti le paye. Il veut carrément la supprimer? Ils vont pas la supprimer, ils vont la réduire. C'est-à-dire qu'on passe aujourd'hui de 6 000 € et on va passer bientôt à 5 000 €. Mais avec 5 000 € sincèrement pour former un jeune, mais vous rigolez. Ça dépend de l'âge du jeune, parce que je crois que les salaires évoluent entre 16 ans et 25. Évidemment, parce que le jeune, on le paye. Vous le payez, l'employeur, il le paye. Et heureusement, et c'est très bien comme ça. Mais par contre, effectivement, si aujourd'hui on a cette nécessité, parce que sinon le jeune, s'il n'a pas de boulot, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller pointer à Pôle emploi, ou à France Travail, pardon, maintenant. Est-ce que c'est une solution? Non, c'est pas la solution, parce que c'est justement pour ça que Macron avait voulu lancer l'apprentissage. Tant mieux, mais qu'on s'arrête pas, qu'on continue ce mouvement. Et puis qu'est-ce que c'est? Alors, le temps nous rattrape, mon cher Francis. Vous savez qu'il est le dernier art martial. Il y a judo, taekwondo, kendo, karaté. Le dernier, c'est la gravure sur bois. Non, mais ça veut tout dire. Ouais. L'artisanat est un sport de combat. Ouais, c'est beau. Alors, juste une petite question, qui est celle que je pose à tous mes invités d'habitude, parce que j'ai quand même envie d'avoir votre réponse à l'un et l'autre. On a peu de temps, donc répondez rapidement. Francis Bussière, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Vous savez, j'ai voulu être architecte. Ouais. Architecte, c'est un maître d'œuvre, c'est celui qui ont fait les cathédrales et tout. Peut-être un rêve de grands enfants. Et puis j'ai vu un architecte, et j'avais 14 ans, 15 ans, qui me dit tu sais, écoute, tu vas pas bien gagner ta vie, fais peut-être un autre métier. Ce que je veux dire dans ça, c'est-à-dire qu'il faut pas casser les rêves d'enfants. Donc, vous lui dites quoi à ce petit garçon? Crois en tes rêves, te laisse pas faire? Bien sûr, allez-y, foncez, croyez en vous, évidemment. C'est la plus belle chose que vous ferez dans votre vie. Il se vous voit, Il se vous voit. C'est pas Alain Delon, mais pas loin. Yann Moix. Je te prends quand tu veux au ping-pong. Vous étiez bon au ping-pong? Pas mauvais. À 5 ans, à 6 ans, vous jouiez au ping-pong déjà? Ouh là là. On a eu des infos ce soir. Merci à tous les deux. Merci pour ce moment. Et donc on était avec Yann Moix et Francis Bussière, chers amis, vous l'aurez compris. Apnée, le tout dernier roman en alexandrin de Yann Moix, c'est sorti chez Grasset, il est disponible en librairie, je vous le recommande. Francis Bussière, pour tout savoir sur la CMA Île-de-France, dont vous êtes le président, et puis pour s'inscrire à vos divers événements, etc., ça se passe sur votre site. Absolument. CMA-idf.fr. Voilà. Allez, merci à tous les deux, merci à tous. Retrouvez tous nos podcasts sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux. Merci à Quentin qui réalise pour vous aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Bisous, à la semaine prochaine, c'était excellent.